Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Aujourd'hui, en direct depuis le sud de la France, depuis Arles, Dr Zekri, originaire de Larouette, médecin urgentiste, également président de l'association Les Algériens Solidaires sur le terrain, comme beaucoup d'associations de la diaspora algérienne. Quelles sont les dernières nouvelles? Merci tout d'abord, Samia, de m'offrir cette opportunité d'échanger avec nos compatriotes algériens et de parler de la situation sanitaire en Algérie. Moi, durant mon cursus, là, actuellement, je suis généraliste à la ville d'Arles, près de Marseille, mais ma formation est urgentiste. Je suis spécialiste en médecine d'urgence et de catastrophe. Et là, c'est le cas, parce que c'est une catastrophe ce qui arrive en Algérie. Urgentiste, nous définissons l'état de catastrophe comme étant les capacités, en tous les cas sur le plan sanitaire, pour ce qui concerne l'hôpital, parce que c'est le cas précis en ce moment, c'est quand les capacités de l'hôpital sont dépassées. Or là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe depuis quelques jours qu'il n'y a plus de lits de réanimation disponibles, tellement il y a de cas graves. Et pire encore, l'hôpital, c'est-à-dire les autres services afférents qui appartiennent à l'hôpital, services de médecine, de gynéco et autres, ne disposent plus de places libres supplémentaires pour accueillir de nouveaux malades. Et ça s'appelle un état de catastrophe. Quand c'est le cas, d'ailleurs en France, en Europe ou ailleurs, avant même d'arriver à ce niveau-là, on décrète, nous avons des indicateurs. Ces indicateurs sont importants. C'est l'incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas malades qui soient répertoriés, d'un. De deux, le nombre de lits de réanimation, parce que c'est une pathologie qui, grosso modo, est bénigne pour le nombre de gens qui s'en sortent, mais elle est grave en même temps parce qu'il y a un pourcentage de gens qui finissent quand même en réanimation et qui décèdent. Et par ce fait, cet indicateur de lit de réanimation, lit d'hospitalisation est important. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe? Jusqu'ici, tout allait bien parce que le pays était quand même confiné vis-à-vis de sa diaspora, j'entends, parce que les vols ont été très réduits, drastiquement réduits, l'accès maritime également. On ne peut pas rentrer et sortir de l'Algérie comme on veut, donc il y a quand même une certaine léthargie pour ce qui est des déplacements des uns et des autres. Bon, ça fait partie des plans de sauvegarde, compréhensibles, mais au niveau de l'hôpital, il s'est passé une surprise, un drame, c'est qu'il est arrivé à l'hôpital un afflux massif de patients. Quand arrive un afflux massif de patients, les capacités, quel que soit l'hôpital, ces capacités à un certain moment sont dépassées. Ici, ce qui s'est passé, personne n'a vu venir, même pas le ministre de la Santé comme il l'a déclaré, pour deux raisons. C'est que les indicateurs dont on parlait tout à l'heure étaient faussés. Et j'en tiens pour rigueur, le nombre de décédés qui était très infime ne reflète pas la réalité. Moi-même, comme tous mes compatriotes qui téléphonent au bled, sont surpris par quelque chose, c'est le nombre de décès. Moi, j'habite à Ouargla, à 800 km d'Alger, c'est le Sahara, la porte du désert. Et assez quotidiennement, parce que j'ai mes proches au téléphone quasi quotidiennement, me dit voilà, on a été enterré tel et tel de la ville, et on a été surpris de voir tant de tombes préparées à accueillir de nouveaux cercueils. Et ça étonne parce que le nombre est extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a pas que Ouargla, ce sont toutes les villes d'Algérie. Oui, malheureusement, ce qui se passe à Ouargla peut être copié, dupliqué un peu partout sur le territoire national. Voilà. Et je pense que cet indicateur-là, quand on voit le nombre de décès officiels donnés par le ministère de la Santé, il n'est pas vrai. Et du coup, personne n'a vu venir l'augmentation du nombre de décédés, d'une. De deux, le nombre de nouveaux cas. Les nouveaux cas, en fait, officiellement, on les répertorie quand on fait la PCR. Quand on les diagnostique, à ce moment-là, on les déclare. Or, la PCR en Algérie, elle n'est pas gratuite. La PCR, elle est payante. Elle est gratuite seulement dans quelques hôpitaux publics,
Mais est-ce que tous les malades vont à l'hôpital public pour se faire diagnostiquer? Est-ce que tous les gens vont dans les laboratoires privés pour faire une PCR? La PCR, ça coûte 8 000 dinars, 7 500 dinars, 8 500 dinars. Ouais. Quand le SMIC est à 30 000 dinars, est-ce que vous pouvez vous passer de manger pour faire une PCR quand vous savez que vous avez le Covid, quand vous êtes fortement suspect d'avoir le Covid? Donc, cet indicateur-là ne reflétait pas réellement la réalité. Et je pense que tout le monde a été surpris par ce virus Delta qui est connu pour sa grande transmission, sa grande transmissibilité. Il touche pas seulement les personnes âgées ou les adultes jeunes, mais également les enfants. Et je pense que ça a été ça la surprise. Donc je pense que déjà, dès le départ, les indicateurs étaient faussés, et donc du coup, on s'est retrouvé devant un état de catastrophe. La situation actuelle en Algérie, c'est quoi? C'est que les gens ont le Covid de plus en plus, parce qu'on n'a pas encore atteint le pic, malheureusement. Il est attendu d'ici 10-15 jours, mais le nombre de gens malades continue encore à augmenter. Le nombre de patients graves continue à affluer à l'hôpital. L'hôpital, d'une façon générale, parce qu'il y a des zones à cluster, et d'autres un petit peu moins impactés, mais d'une façon générale, on dit aux gens, écoutez, il n'y a plus de lits d'hospitalisation, retournez chez vous. Or, la, la gravité de cette pathologie, elle est respiratoire, c'est qu'elle touche les poumons. Et quand elle touche les poumons, ben, les gens ne peuvent plus respirer. Et du coup, il leur faudra de l'oxygène. Et ça a été ça. Le cri d'alarme, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène à l'hôpital, donc mouvement de panique. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut avoir de l'oxygène tout en restant à la maison pour les gens qui sont moins graves ou les gens qui ne peuvent pas être hospitalisés? Bon, ben, il leur faut un extracteur ou un concentrateur d'oxygène. C'est quoi ce concentrateur d'oxygène? C'est un petit appareil qu'on branche à la prise électrique et qui génère de l'oxygène à partir de l'air. Cet appareil étant peu disponible en Algérie, je rappelle que le Covid il a commencé il y a un peu plus de 18 mois en Algérie, peu disponible dans les pharmacies et puis dans les boutiques de matériel médical, il y a eu une prise d'assaut de ces matériels et on n'a plus. Alors, automatiquement, nos compatriotes en Algérie n'ont plus accès à cet oxygène. Ils poussent un cri d'alarme pour dire aidez-nous en envoyant des concentrateurs d'oxygène. Donc la diaspora se mobilise et envoie des concentrateurs d'oxygène. Seulement, l'État, pas facile, c'est le nôtre, on peut le dire, c'est une vérité. Quand vous faites rentrer du matériel, quel qu'il soit, un petit peu high-tech, vous payez des taxes, vous payez les frais de douane et d'autres taxes. Bon, ben, heureusement que l'État s'est vite mobilisé, on doit le dire quand même, l'État s'est vite mobilisé pour créer ce qu'on appelle ce couloir vert et puis l'étendre des associations caritatives aux individus et leur permettre d'envoyer ce matériel vital au final sans pour autant payer de taxes. Donc on en est là sur un plan sanitaire. Je pense qu'on n'a pas encore atteint le pic. Il y a un confinement qui a été décrété, mais un confinement partiel, c'est-à-dire que la journée, les gens continuent à faire leur vie, continuent à aller au souk, continuent à aller au marché. On a interdit les plages, mais ça n'arrête pas quand même la transmission. Ça ralentit certes, mais ça n'arrête pas la transmission de ce virus qui fait autant de mal à l'Algérie. Oui. On peut comparer, parce que nous qui vivons en France, on a vécu les différentes vagues avec une quinzaine de jours ou trois semaines d'avance par rapport à l'Algérie. On peut comparer et dire qu'effectivement, aujourd'hui, la seule solution qui existe, c'est la vaccination et les gestes barrières tels que le port du masque et la distanciation sociale. Est-ce que tu as quelques informations par rapport à la campagne de vaccination qui a semblé démarrer très doucement en Algérie? Tout à fait. Moi, je suis pro-vaccination. Hein. J'ai vu tant de drames dans mes passions. Hein. J'ai vu des gens perdre des proches et j'ai vu des frères et sœurs s'incriminer pour savoir qui a été à l'origine du décès du papa ou de la maman, de la grand-mère. Et je peux vous dire que c'est des situations dramatiques parce que pour certains, j'ai particulièrement un patient qui me vient à l'esprit, qui me parlait de tentative de suicide parce qu'il a été pointé par les membres de sa famille. Et juste pour dire que c'est le destin, quand on tombe malade, c'est pas qu'on l'ait voulu. Ça arrive, il faut l'accepter en tant que tel. Et je pense qu'il y a un tel déchirement qu'il faut éviter encore de s'écharper entre membres d'une même famille ou entre proches. La vaccination,
moi, j'ai 2 mots à dire là-dessus. Nous avons vécu 2 choses. La première, c'est la production assez rapide, je dirais, de vaccination anti-Covid et je m'en félicite. Euh, cette vaccination assez rapide, elle a été égoïstement appropriée par les pays industrialisés. Ils l'ont produit, ils l'ont gardé pour eux. Ils l'ont gardé pour eux, et puis c'est pas qu'ils ont exclu le reste du monde, mais presque. Il a fallu la mobilisation des Nations Unies qui a lancé quelques miettes par-ci, par-là, pour dire que ces grands pays industrialisés font quelque chose pour les pays un peu moins développés, d'une. De deux, le problème réel en Algérie, comme il s'est posé en Tunisie et dans d'autres pays, c'est la peu disponibilité de ce vaccin. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? En Algérie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avait acquis à peine 1 million de doses. Quand le ministre de la Santé, a fait son allocution il y a à peu près 2 semaines, il a parlé de 3 ou 4 millions de doses que l'Algérie allait commander pour sa population, qui est considérée quand même à hauteur de 44 millions d'habitants, ou certes 4 millions d'expatriés, mais tout de même, 3 millions divisé par 40 ou 44, c'est peu. C'est ce qui était disponible. Là, il y a des efforts qui ont été faits pour monter ce chiffre de 3 millions à 9 millions. Là, aujourd'hui, les derniers chiffres, on parle de 9 millions et on parle d'une usine qui produirait le vaccin chinois à partir du mois de septembre, qui produirait l'équivalent d'un million, me semble-t-il, ou 2 millions par semaine ou par mois, je ne me rappelle plus, mais en tous les cas, voilà. Je pense que l'État était dans une telle situation qu'il ne pouvait pas faire la publicité du vaccin alors que le vaccin n'était pas disponible. Je note aussi que durant cette période, ces semaines et ces mois passés, parce que j'en ai fait les frais moi-même à convaincre ma propre mère pour aller se faire vacciner, le courant anti-vax est très largement majoritaire en Algérie. Bon, pas qu'en Algérie, on le voit même ici en France. Heureusement qu'il n'est pas majoritaire, mais on voit un petit peu la teneur des échanges qui est un peu entre les deux camps, parce que c'est comme ça qu'il faut les... C'est pas facile. Et donc, je pense que est-ce volontairement ou involontairement que l'État n'a pas fait la promotion du vaccin, ou alors il en a fait une promotion vraiment très petite, en tous les cas, en absence du vaccin, cette pathologie-là, cette Covid-19, ne pouvait que progresser. Et je pense que la seule manière de nous en sortir, c'est de nous vacciner en masse. Celle-là, c'est une mission. C'est non négociable. Voilà, c'est une mission d'État et je pense que l'État devrait mettre le paquet dans l'information de telle façon à ce que le vaccin, premièrement, on en fait la promotion. Deuxièmement, il faut qu'il soit bien entendu disponible aux uns et aux autres pour se faire vacciner. Et tu sais, sur le mouvement anti-vax, il a fallu, je te fais une confidence familiale, mais on est des amis, il a fallu que je menace une de mes tantes maternelles qui vit à Blida, que j'embrasse, de ne pas venir la voir si elle ne se faisait pas vacciner. Bon, non, mais c'était... Mais je lui ai dit, tu sais, si je ne t'aimais pas, je ne te demanderais pas de te faire vacciner. Non, mais il y a eu beaucoup... On a pris de plein fouet, nous tous ici, le fait qu'effectivement, la première ou la deuxième vague en Algérie n'était pas une déferlante comme on l'a vécu nous en France, mais la réalité, et je salue la réaction de nos compatriotes en Algérie, c'est que autant on voyait de manière un peu désinvolte les gens qui ne portaient plus les masques, remettre les masques, mais on rappelle le fait que c'est vaccin, masque et distanciation sociale. Je suis désolée, les fêtes de l'Aïd, les fêtes pour le bac, les mariages et les enterrements, je sais que dans notre culture, c'est juste pas pensable de ne pas faire de grandes fêtes, mais là, c'est suicidaire. Là, pour le coup, c'est vraiment suicidaire de continuer à faire des rencontres comme ça où on ne sait pas. Tu l'évoquais, les enfants qui peuvent être porteurs du virus et qui sont asymptomatiques. Il faut penser à ça. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent je ne sors pas, donc le virus, je ne peux pas attraper le virus. Oui, tu ne sors pas, mais tu as des visites à la maison.
C'est ça. C'est Et exactement ça, Samia. C'est exactement ça. On est sur la même longueur d'onde. Les choses sont basiques. Et les choses sont basiques. Le port du masque qui a complètement disparu à un certain moment des rues du pays. Et je pense qu'il faudra revenir un petit peu à ça. Cette distanciation sociale, comme tu le disais, Samia, c'est le b.a.-ba. Et effectivement, éviter les grands rassemblements quand on sait. Mais je ne fais pas de politique, mais ce sont des faits. Quand on sait qu'il y a eu des élections qui ont été faites, et puis des rassemblements qui allaient dans ce sens-là, bon, bah, ça pouvait expliquer la grande émanation de cette pandémie du Covid-19. Oui, et puis sans vouloir faire non plus de polémique, c'est vrai que nos compatriotes, nos concitoyens, depuis quelques mois, vu le contexte politique, auraient plutôt tendance à prendre la tangente quand le gouvernement dit quelque chose, on va faire le contraire, c'est une réalité. Et puis sur la question des masques, les masques, autant effectivement sur les vaccins, il y avait sans doute les questions de disponibilité, mais pour avoir des informations aussi précises que toi en Algérie, les masques sont disponibles. Enfin, là-dessus, ça existe. Donc, il faut pas se réfugier derrière. Là, pour le coup, j'utilise pas de masque parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Moi, j'ai des retours d'Algérie et toutes les wilayas confondues. Il n'y a pas de problème de disponibilité de masques. Donc, il faut les porter. Effectivement, il faut les porter tout le temps. Il faudra revenir à des choses basiques pour éviter de se contaminer soi-même et puis de contaminer ses proches. Ce qu'il y a à dire sur la vaccination, Samia, c'est que souvent, et moi c'est comme ça que j'arrive à parler à mes patients, c'est qu'on le fait par amour à ses proches. Oui. Parce que la grande majorité sont en bonne santé, ils sont beaux, forts et intelligents, tout ce qu'on veut. Ils ont pas il n'y a pas de facteur de risque, mais il y a quand même la possibilité de tomber malade. Mais c'est le fait de contaminer ses proches qui rend malade. Et c'est ça qui est à éviter. Et donc, parfois, oui, il faut le faire par amour. Alors, oui, donc c'est ce que j'allais dire. Si on aime les siens, j'imagine que la question ne se pose pas à ce terme. Alors, on se vaccine, même si on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Je voudrais profiter, parce qu'on a très peu parlé pour l'instant de l'association Les Algériens Solidaires, dont on suit tous le travail. Il y a 7 mois de ça, quand on s'était parlé, il y avait une grosse opération pour collecter de l'argent pour acheter des CPAP de Boussac. Aujourd'hui, effectivement, vu les difficultés, ou en tout cas l'information pas très claire sur la collecte d'argent qu'on envoie en Algérie ou la collecte de matériel, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je rappelle qu'on est effectivement le 9 août, qu'on ne commente pas et qu'on parle dans un contexte où pour l'instant, on n'applique pas. On attend des précisions par rapport à l'application de la décision de l'ambassade de France, l'ambassade d'Algérie, pardon, en France. Je fais un lapsus révélateur, mais aujourd'hui, s'il fallait envoyer, si on veut aider nos compatriotes, il vaut mieux passer par une association. Effectivement. Alors, dans le communiqué qui a été fait par l'ambassadeur d'Algérie en France, il a parlé de 2 choses. La première, c'est que sur le plan individuel, on peut toujours continuer à envoyer les concentrateurs d'oxygène à un individu, moyennant bien sûr les frais d'affrètement, les frais de transport. Théoriquement, ça arrive aux malades individuels sans frais. Sachant qu'il faut fournir une ordonnance, voilà, on identifie un destinataire. Là, c'est voilà, il faut avoir un destinataire. Ciblé. Voilà. Pour la population générale, et quand il s'agit d'envoyer des concentrateurs en masse, là, il faut passer par une association. Et ces associations étaient tenues de demander une autorisation au ministère de la Santé, une autorisation bien entendu qu'elle avait tacitement, un accord tacite, mais il fallait quand même faire la demande. Et quand on veut envoyer quelques concentrateurs, des dizaines, voire des centaines, comme on prétend le faire dans les associations qui ressemblent aux miennes et qui veulent faire du bien à tout un pays qui fait 5 fois la France, oui, là, il y a besoin d'autorisation. Et moi, je pense sincèrement, Samia, que aujourd'hui, nous sommes face à une catastrophe et les gens meurent. L'État, par le biais de ce communiqué dont on attend encore des explications, nous impose
de passer par la pharmacie centrale des hôpitaux. Même si l'État veut remettre la main sur la distribution, moi je donnerai. Et je vais te dire pourquoi je donnerai, Samir. Bien que nous soyons responsables des dons qu'on collecte et qu'on envoie, en face, il y a des gens qui continuent de mourir. Et moi, Samir, en tant que docteur, en tant qu'humain, ça m'insupporte de savoir que j'ai des concentrateurs qui sont là, j'ai de l'argent que je peux donner pour acheter des concentrateurs, je ne les donne pas et en face, il y a des gens qui meurent, ça, je ne peux pas le supporter. Je ne peux que donner. Quel que soit, bien entendu, en tant que responsable, en tant que président d'association caritative destinée exclusivement à faire du bien en Algérie, j'attends des explications de l'ambassade pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que le fait de passer par la PCH, c'est juste une chambre d'enregistrement du matériel, ce que je conçois, de telle façon à vérifier que le matériel a les certifications CE, Communauté européenne et autres, conformité, ça je le conçois. Mais j'attends également des explications et des suites pour ce qui est de la distribution. Et je pense que pour les donateurs que nous sommes, quel que soit l'État de l'Algérie, je pense que l'Algérie a besoin de nous, l'Algérie a besoin de notre solidarité et c'est dans des moments cruciaux comme cela où il y a besoin de soutien qu'on doit montrer qu'on est là et qu'on est solidaire. Donc, il s'est passé le week-end depuis la décision, le communiqué de l'ambassade d'Algérie en France, et je t'avouerai qu'autour de moi, j'ai beaucoup de réticences de personnes qui s'apprêtaient à donner ou à redonner, qui disent alors, moi je donne. Alors, on connaît la communauté algérienne, entre autres en France ou même au Canada, qui a l'habitude, qui s'est organisée en association de village, en communauté de village, et qui avait pour habitude d'envoyer à leur village, qui disent moi, je donne à mon village. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais on ne peut pas, nous, en tant qu'association, régler tous les problèmes de l'Algérie. Il y a quand même une défiance depuis ce week-end. J'espère qu'elle sera vite, ces défiances seront vite levées et que les donateurs potentiels seront rassurés par les autorités, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus terrible que de sentir que les autorités à l'étranger se mobilisent enfin et que ça risque à l'inverse d'avoir l'effet inverse escompté. Donc c'est vrai qu'on attendra et on pourra, si tu veux bien, revenir détailler les dispositions une fois qu'on aura des précisions par rapport à l'envoi de matériel. Mais je voulais revenir avec toi, si tu m'autorises, sur 2-3 questions qui sont importantes sur la disponibilité des concentrateurs d'oxygène. J'ai cru comprendre. Oui. Alors, les concentrateurs d'oxygène, effectivement, ils ont été pris d'assaut. Ils ont été pris d'assaut parce que ce qui s'est passé en Tunisie, ça nous a précédé de 2 semaines, me semble-t-il, et ça a été un petit peu catastrophique. Et donc, ceux qui étaient disponibles ont été pris d'assaut par la diaspora et tunisienne et algérienne par la suite, et qui n'en a plus sur le marché français. Non seulement il n'y en a plus sur le marché français, mais je peux le dire, même limitrophes européens. Il y a 2 grands pays qui commencent à se dégager sur le plan industriel et qui sont un petit peu supérieurs à la France, parce que la France, comme beaucoup de pays européens, essentiellement des pays de l'Afrique de l'Europe de l'Ouest, ont délocalisé. Délocalisé leur industrie dans les pays de l'Est, essentiellement en Chine, en Inde, et que la fabrication des concentrateurs en France, en tous les cas, elle est très réduite. 2 pays survivent, c'est l'Allemagne et la Turquie. Mais les prix sont exorbitants. Et aujourd'hui, en matière de rapport qualité-prix, c'est les Chinois qui ont pris les dessus. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que nous collectons et nous achetons en Chine et nous faisons parvenir en Algérie. Donc, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a quasiment toutes les associations caritatives qui commandent ou qui passent par des fournisseurs pour cela. Mais il y a un délai, je pense, puisque le matériel, les concentrateurs ne sont pas forcément disponibles là au moment de la commande. Et puis, il y a des obligations, puisque le fournisseur demande à être payé rubis sur ongle, on est d'accord. C'est ça. C'est ça. Les Chinois, la particularité des Chinois, c'est des commerçants et ils ont raison, ils ne payent
que quand l'argent arrive sur leur compte. Donc, il faut non seulement collecter en amont, mais il faut envoyer pour pouvoir commencer la fabrication. Donc, les Chinois, ils ne commencent pas la fabrication tant qu'ils n'ont pas reçu d'argent sur leur compte. Et bien entendu, une forte demande engendre des délais de fabrication qui s'allongent de plus en plus. On était encore à 2 semaines, début de la semaine dernière. Là, nous sommes quasiment à 4 semaines. J'espère que d'ici 4 semaines, il n'y aura plus de besoin en concentrateur d'oxygène en Algérie. Certainement, il y aura d'autres besoins parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas que l'oxygène qui n'est pas très disponible par rapport à la forte demande qu'il y a, mais il y a également d'autres artifices, d'autres matériaux médicaux dont les professionnels de santé ont besoin pour prendre bien comme il faut les patients malades. Les concentrateurs d'oxygène, effectivement, répondent à une demande urgente. Je voudrais que le médecin que tu es réponde à 2-3 questions sur l'utilisation des concentrateurs d'oxygène. On est d'accord que c'est du matériel médical. Mon inquiétude, c'est qu'on a l'impression que sur les réseaux sociaux, personnes lambda, je ne m'y autoriserai pas, deviennent des utilisateurs spécialisés des concentrateurs. C'est du matériel médical sur lequel moi, je ne m'aventurerai pas à les brancher sans la supervision de personnel de santé. Effectivement, Samia, je rappelle que l'oxygène est un médicament. Pour ceux qui pensent que c'est autre chose, juste un gaz, non, il est considéré comme un médicament. Et donc, son emploi se fait sur prescription médicale. Nous, quand on l'envoie au pays pour aider un peu les uns et les autres, ça suppose une surveillance médicale et une surveillance infirmière. Parce que le médecin prescrit et puis l'infirmier, bien que la régulation ou l'utilisation de ce médicament soit facile, simple, mais je rappelle que dans certains cas, essentiellement d'insuffisance respiratoire chronique, beaucoup d'oxygène, ça fait rentrer dans le coma. Donc, il faut faire attention, il faut toujours demander l'avis d'un médecin. Bien entendu, il faudra avoir un saturomètre ou un oxymètre qu'on met au bout du doigt et qui renseigne sur le taux d'oxygénation présent dans le sang. Et c'est en fonction de cette saturation-là, parce que l'objectif est 95%, on respire d'une façon normale quand on sature en oxygène entre 95 et 100% d'oxygène. L'objectif à atteindre, c'est celui-ci. Le problème, c'est qu'on est en détresse respiratoire dès qu'on est à 90. Le problème de cette maladie de la COVID-19, c'est que les chiffres peuvent descendre beaucoup, beaucoup moins que ça. Et il y a un syndrome qui est identifié par les médecins qu'on appelle la COVID-19 l'hypoxie heureuse. L'hypoxie, c'est le taux bas en oxygène dans le sang. L'hypoxie heureuse parce que les gens semblent aller bien alors qu'ils sont très, très mal. Et c'est pour cela que nous avons certains patients qui risquent de partir d'un moment à l'autre par dette d'oxygène, alors qu'ils donnent l'impression qu'ils vont mieux. Exactement, qu'ils vont mieux, mais en fait, pas du tout. Et donc, ce sont ceux-là qu'on met sous oxygène. Bien entendu, quelqu'un qui sature à 60%, il a besoin d'autre chose que le concentrateur. Attention, la vie médicale est importante. Et c'est pour cela que la prise en charge de ces patients, même s'il n'y a pas de place à l'hôpital, il faut avoir un avis médical. Donc, c'est toujours le médecin qui gère. Et nous, quand on envoie des associations, elles sont encadrées par des médecins. Nous sommes certes dans un état de catastrophe où on sort un petit peu des règles, mais là, cette règle-là, on ne peut pas la transgresser. Donc, il faut un médecin et un professionnel de santé pour pouvoir administrer l'oxygène chez un patient qui a besoin d'oxygène. Tout comme le stockage de bouteilles d'oxygène au domicile d'un particulier, pas quelque chose. Il faut faire attention. Il y a des précautions d'usage. Nous, on sait que le graissage, attention d'ailleurs, parce que les détendeurs qu'on met pour avoir de l'oxygène, parce que c'est de l'oxygène hyper concentré, et donc il faut détendre la pression pour avoir quelque chose d'assez plausible. Ça ne sert à rien d'envoyer un hyper débit dans le nez alors qu'on n'a pas la possibilité de le recevoir et de le respirer. Donc il faut un détendeur et sans cela, ce n'est pas possible. Et on sait que si jamais on n'a pas les mains propres ou qu'il y a de la graisse, ça peut exploser. Donc il faut faire très attention. Exposer ce matériel important dans des endroits hyper chauds, exposés au soleil où la température peut monter, ça peut engendrer d'autres problèmes. Donc, il faut faire très attention à manipuler ce genre de médicaments, essentiellement l'oxygène, les bouteilles d'oxygène. Souvent, tu m'accordes encore 5 minutes, tu veux bien? Oui. C'est génial.
on confond, on évoque souvent concentrateur ou extracteur d'oxygène. Est-ce que c'est la même chose ou c'est des choses ou générateur? Oui, alors, oui, question très pertinente, Samia, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ça. Alors, nous avons… Je n'ai que des questions pertinentes, cher James. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais celle-là, elle revient souvent. Celle-là, elle revient très souvent. Concentrateur ou extracteur d'oxygène, en gros, on parle de la même chose. Mais moi, je préfère plutôt concentrateur et je vais te dire pourquoi, Samia. L'air qu'on respire, il est fait de 21% d'oxygène et 79% d'azote. Et en fait, ces machines-là, qu'est-ce qu'elles utilisent? Elles utilisent des filtres qui laissent passer la molécule d'azote et piègent la molécule d'oxygène. Et du coup, pour avoir de l'oxygène comme il se doit, à ce moment-là, il est concentré. Il est concentré et il est envoyé. D'ailleurs, on voit, je ne sais pas si, pour ceux qui ont utilisé en tous les cas le concentrateur, ça arrive avec un certain débit, mais ça arrive sec. Et si on le met directement dans le nez, ça risque de brûler le nez, les voies aériennes supérieures. Et c'est pour cela qu'on fait transiter par un barboteur, donc un petit récipient dans lequel il y a de l'eau, de telle façon à l'humidifier pour que quand on l'utilise sur une longue durée, on n'a pas ces désagréments. Donc moi, je préfère plutôt concentrateur. Après, une autre notion, à l'hôpital, il existe des centrales à oxygène. Ces centrales à oxygène, c'est des centrales qui reçoivent des cuves d'oxygène, essentiellement d'oxygène liquide, et qui, sous l'effet de pression et compagnie, génèrent un certain débit d'oxygène qui, de l'autre côté du patient, voilà, il est reçu sous forme et avec un débitmètre, on peut régler tout simplement le débit. Ça c'est la centrale. Après, il y a autre chose, c'est le générateur d'oxygène. Aujourd'hui, les capacités des hôpitaux en Algérie sont dépassées. Certains n'arrivent pas à avoir le débit qu'il faut, ou alors il y a une grande consommation d'oxygène. On les a suppléés avec des associations caritatives par l'achat de générateurs d'oxygène. Les générateurs d'oxygène sont de grands concentrateurs, c'est-à-dire qu'ils vont générer de l'oxygène à partir de l'air ambiant. Mais si vous voulez, pour pouvoir répondre aux capacités de tout un hôpital, là, il faut vraiment une centrale. Là, il faut des cuves d'air, il faut des cuves d'oxygène liquide qui, par la suite, est transformé en oxygène gazeux. Et c'est seulement avec ces capacités-là, avec cette matière-là, qu'on arrive à satisfaire un maximum de patients. Donc voilà, la centrale. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on envoie, par exemple les cuves. Donc on comprend que là, on va concentrer nos efforts sur soit l'envoi d'argent, soit effectivement de concentrateurs d'oxygène, qui sont des petits appareils portables. On mettra en illustration, enfin des petits appareils, quelque chose qui peut s'envoyer en tout cas. On imagine qu'on sort très bientôt de cette situation sanitaire compliquée. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces concentrateurs d'oxygène? Alors, bonne question qui passe par la tête de tout le monde. Excuse-moi encore, je te dis bonne question, mais tout est bon. Non, c'est une question qui revient souvent et qui se pose assez logiquement parce qu'une fois sorti de là, qu'est-ce qu'on va faire de ces concentrateurs? La particularité de cette maladie, Samia, c'est qu'elle va revenir souvent, malgré la vaccination. Dans mon cabinet, je vais te donner un exemple simple que j'ai vécu pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Mon collègue de travail qui s'est fait vacciner parmi les premiers professionnels de France au mois de février par 2 doses Pfizer. Il est retombé malade du Covid-19 il y a 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immunité qu'on a par vaccination est éphémère. Et donc, il faut une 3e dose. Les gens qui ont, en France ou en Europe, ont commencé à se faire vacciner au mois de février, mars, il va falloir que là, au mois de septembre, au plus vite en tous les cas, il va falloir recourir à une 3e dose pour éviter de tomber malade.
Et ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec cette Covid-19. En fait, il faut avoir du vaccin en masse disponible pour se faire vacciner assez régulièrement de telle façon à sortir de ce pétrin. Même la Chine, elle est en train, la ville de Wuhan, elle a encore été enfermée là, ces derniers jours pour faire un dépistage de masse parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas fini avec ce Covid-19. Et du coup, j'ai bien peur que ce soit notre cas. Et moi, je pense qu'il faut garder devant un hôpital qui n'a pas grand moyen et qui risque d'être submergé comme cette fois-ci. Je pense qu'avoir des concentrateurs en nombre, ce n'est pas de trop. Donc, ça risque, j'ai bien peur, mais ça risque de servir, et cette fois-ci de bien servir à temps, si jamais il y a une autre vague. Et puis, on évoquera, si tu veux, ce sera ma dernière question, si tu veux bien, les fameux Covid longs, les fameuses séquelles auxquelles on va assister et pour lesquelles peut-être que les concentrateurs d'oxygène apporteront au retour à domicile la possibilité d'hospitaliser déjà des patients pour désengorger un petit peu les hôpitaux algériens et le retour au domicile avec cette assistance effectivement sous surveillance médicale, on le répète. Tout à fait, tout à fait. Ça permet un retour rapide de ces patients à l'hôpital et ça permet une prise en charge assez rapide. Ça permet de sauvegarder des vies. En tous les cas, pour ce qui est des vaccinés, ça évite le fait d'être vacciné. Si jamais on retombe malade, ça évite quelque chose d'important, les formes graves qui peuplaient les services de réanimation. Donc, on peut tomber malade, mais ça reste des formes simples. Donc, j'appelle un peu les uns et les autres, oui, à faire bon usage de ces concentrateurs qui sont en train de rentrer en masse en Algérie. Certes, quand ils seront, et je pense, je n'ai pas de doute, Inch'Allah, ils seront disponibles très, très rapidement dans les régions qui en manquent, mais j'appelle surtout les uns et les autres à se faire vacciner pour éviter des drames humains, des drames des gens eux-mêmes, hein, des gens qui se font vacciner, mais également des proches. Parce que généralement, quand on s'aperçoit qu'on est malade, c'est que 48 ou 72 heures auparavant, on a contaminé un maximum de monde sans le savoir, et le drame est généralement là. On l'a vécu, toi et moi, et on n'est pas les seuls, malheureusement. Je voudrais rendre hommage sur les dernières minutes au travail de toutes les associations, et en particulier d'Algériens solidaires, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation un peu partout de la diaspora algérienne. Le travail de ton association mérite d'être soutenu, encouragé. Donc, j'espère qu'effectivement, dans les prochains jours, on aura confirmation qu'il faut continuer de manière tout à fait apaisée à envoyer, à donner, à soutenir une association. Je voudrais vraiment, je dis, rappeler que si on veut faire un don, c'est algérien-solidaire.org. Voilà, au pluriel, on mettra tout ça en synthé. Mais effectivement, le coup de pouce, je sais qu'on sollicite beaucoup les nôtres, mais on sait aussi combien, on l'a dit il y a quelques mois et on le constate au quotidien, on sait combien les nôtres sont généreux. Mais voilà, donner, continuer à donner à des associations. L'idée de te faire intervenir aujourd'hui, c'est qu'on puisse mettre, souvent on est rassuré quand on met un visage sur une association, qu'on identifie des personnes à des associations, aller plutôt privilégier plutôt les dons aux associations de médecins, parce que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'envoyer de la nourriture en Algérie, c'est des dons en matériels médicaux dont on a besoin. Donc voilà, on rappellera les coordonnées du site et où en est-on là, il y a une pleine campagne de collecte qui est lancée pour acheter. Il y a une commande en cours, c'est ça? C'est ça, il y a une commande en cours. En fait, l'Algérie, plus grand pays d'Afrique, qui fait 5 fois la France, 300 hôpitaux. On s'est fixé comme cap honorable de servir tout le pays, de faire parvenir, comme on l'a fait auparavant, avec les 1500 kits respiratoires, les CPAP de Boussignac, et puis les 5200, on les a fait parvenir à tous les hôpitaux d'Algérie, d'Alger à Bourg-Baji Mortar et de Tarf à Marnia. Là, on se fixe également de faire parvenir les concentrateurs d'oxygène à tout le pays. Et c'est pour cela que nous avons commandé 2000. Voilà, si je pouvais commander 20 000, j'aurais commandé 20 000. Est-ce que ça serait rationnel? En tous les cas, c'est le besoin du moment et c'est le besoin dont on a le plus, besoin en ce moment. Et à ce titre, d'ailleurs,
Je remercie tous ceux qui ont soutenu Algériens solidaires, l'association que je préside. Je sais qu'il y a un énorme élan de solidarité. Les gens, malgré tout, continuent à m'écrire. Je reçois des appels par dizaines par jour. J'ai des sollicitations en tout genre. Alhamdoulilah, nous avons un pays dans lequel il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de bien. Les gens, ils restent dignes et les gens sont solidaires. Pas plus tard, Samia, pas plus tard qu'hier, Samia. Une dernière confidence. J'étais de permanence à mon cabinet ce samedi, dimanche, et un de mes patients qui, la première fois, m'a ramené une aide substantielle à son niveau. Et je connais sa situation. Sa situation, elle n'est pas facile. Hier, il m'a donné docteur, ça c'est pour l'Algérie parce qu'il a vu les appels aux dons et ça touche, ça, Samia, ça touche. Ça touche parce que les gens n'ont pas d'argent et ils donnent. Et ça, c'est pas donné, ça. Ça, c'est pas donné. Donc, je voulais dire à ces gens-là, merci, barakallahu fikum, merci, continuez à donner. C'est comme ça qu'on arrivera à sauver nos frères qui sont de l'autre côté, malheureusement, pour certains, en tous les cas, en train d'agoniser et qui n'ont pas accès à cette ressource naturelle qui est l'oxygène. Et je rappellerai qu'il n'y a pas de petits dons, comme tu l'évoquais, qu'on n'est pas là dans une course. Celui qui peut donner 10 euros donnera 10 euros, 5 euros. L'idée, c'est que mis bout à bout, effectivement, on va y arriver. Le parcours est encore long, mais je veux dire, ensemble, on sera plus fort. Merci beaucoup, Dr Zekri. Tu vois, Dr Zekri, originaire de Ouargla. De l'Algérie. Non, ça c'est une blague entre nous. Non, mais je pense que l'échange qu'on a eu là doit vraiment nous encourager à nous rassurer sur le fait qu'effectivement, les dons doivent aller sur tout le territoire national, forcément, effectivement. Et moi, la première, cette espèce de chauvinisme de dire je donne pour ma région, là, effectivement, il faut, de manière assez logique, imaginer qu'il va y avoir un afflux de matériel médical, de concentrateurs, et que l'idée, c'est pas qu'on privilégie une région, qu'une région soit surdotée de matériel au détriment d'autres. Là, il faut vraiment, pour le coup, faire abstraction de toutes ces considérations régionalistes qui, des fois, peuvent diviser en disant que là-dessus, c'est le temps joue contre nous et qu'effectivement, il faut être solidaire. On est Algériens solidaires. Ah, bravo. Merci beaucoup, Dr Zekri. On y est arrivé. À très, très bientôt.